Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'actualité. Vous commencez à connaître la musique, j'en profite pour afficher l'Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'ajouter et m'envoyer vos nouveaux sujets. Il y a quelques jours, un baron de la communauté m'a envoyé un message pour me demander si j'avais vu l'émission 100% physique disponible sur Netflix. Je lui ai dit que non, dans la mesure où j'ai pas d'abonnement sur cette plateforme, et le baron a insisté en me disant « tu devrais la regarder, ça va te plaire ». Et putain, il avait raison parce que j'ai regardé 100% physique en passant par des moyens détournés pour pas avoir d'abonnement sur Netflix et je peux vous dire, j'ai adoré ce que j'ai vu. Et d'ailleurs, je suis absolument pas le seul puisque 100% physique bénéficie d'une certaine popularité à la fois sur Netflix mais également sur les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question très simple. Pourquoi cette émission sud-coréenne cartonne-t-elle autant? Et pourquoi c'est plutôt un signe positif? Alors, avant toute chose, il convient de vous expliquer ce que c'est que 100% physique. Il s'agit d'un jeu où il y a 100 candidats qui sont réunis. Ces derniers ont un dénominateur commun, ils ont tous des physiques considérés comme extraordinaires, hors normes. Il y a des militaires, des combattants de MMA, des lutteurs, des athlètes olympiques, des bodybuilders, bref, la crème de la Corée du Sud en termes de niveau physique. Ces candidats, ils vont s'affronter sur des épreuves qui s'appellent des quêtes, il y en a 5 en tout, et ces quêtes sont éliminatoires. Elles peuvent être à la fois collective ou individuelle. Mais dans tous les cas, si tu perds une des épreuves, tu vas être éliminé. Quand un candidat va être éliminé, il va devoir, avec un marteau, détruire son buste parce que oui, la production a créé des bustes à l'effigie de chacun des candidats et lorsqu'un candidat va perdre, il va devoir détruire ce buste en plâtre pour symboliser le fait que son physique a été moins performant que celui des autres. Il a échoué, donc il doit détruire lui-même son buste. Parce que dès l'introduction du premier épisode, l'émission se pose une question, quel est le meilleur physique? Quel est le physique le plus fonctionnel qui va réussir à défaire les 99 autres? Et c'est ce qu'on va voir donc tout au long de ce programme. 100% physique, ça reprend la mode du Battle Royale qui bénéficie d'une énorme popularité depuis maintenant quelques années. Et vu que ça se passe en Corée du Sud, forcément on pense à la série à succès Squid Game, même si la grande différence c'est que 100% physique a sa propre esthétique, notamment gréco-romaine, et ça s'éloigne forcément de l'esthétique de Squid Game. Mais on retrouve cette idée d'un Battle Royale où à la fin il n'en restera qu'un. Et le gagnant, il va remporter la somme de 300 millions de won sud-coréens, ce qui est équivalent à peu près à 200 000 euros. Mais alors, qu'est-ce qui fait que 100% physique, c'est une émission qui fonctionne aussi bien? Il y a plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, c'est le Battle Royale. Le Battle Royale, ça a explosé en popularité depuis quelques années. Ça a commencé à partir de l'an 2000 avec l'excellent film japonais Battle Royale avec le très grand acteur Takeshi Kitano. Ce film est aujourd'hui considéré comme culte et dans ce dernier, il y a une île où on va faire venir une classe parce que dans ce futur dystopique, les classes posent problème, les enfants sont particulièrement pénibles et c'est pour ça que chaque année, une classe est sélectionnée pour participer à un Battle Royale où les élèves vont s'entretuer. Après le succès de ce premier Battle Royale, il y a eu des films dérivés, notamment Hunger Games, mais on peut également citer le monde du jeu vidéo avec Fortnite, Warzone ou même PUBG qui reprennent tous cette mode du Battle Royale. Le but c'est de réussir à survivre face à 99 autres candidats. Et le Battle Royale c'est loin d'être mort encore aujourd'hui puisqu'on l'a vu avec le succès énorme de la série Squid Game. Pourquoi le Battle Royale s'appelait autant aux individus à la fois dans les films, dans les séries mais également dans les jeux vidéo? Pour ce qui est du jeu vidéo, c'est très simple. Dans le Battle Royale, il y a une liberté d'action assez large et surtout chacune des parties est unique dans la mesure où tout va dépendre de la carte, tout va dépendre des adversaires en face de vous, de ce que vous allez récupérer et de comment vous allez développer votre stratégie. Ce qui fait que chaque partie de Battle Royale est unique parce qu'elle dépend de tout un tas de paramètres
qui sont à la fois liés à vos adversaires, mais liés également à vous-même et à votre façon de jouer. Et surtout, à la fin, il n'y a qu'un vainqueur. C'est le Graal ultime. C'est-à-dire que c'est pas une équipe A qui arrive à défaire une équipe B. Non, vous êtes le seul vainqueur et c'est particulièrement prestigieux, surtout dans une société extrêmement individualiste. Mais alors, pourquoi on aime autant regarder du Battle Royale si on ne joue pas directement à des jeux vidéo qui reprennent cette modalité? Eh bien, parce qu'on aime choisir un personnage déterminé et le but c'est que ce personnage aille le plus loin possible dans le processus de survie. On veut que notre personnage, le cheval sur lequel on va miser, arrive à défaire tous les autres, soit par le biais de sa force, de sa ruse ou d'un jeu d'alliance. Parce qu'on l'aime bien pour des raisons diverses et variées, parce qu'il est sportif, charismatique, parce qu'il nous ressemble, peu importe, on veut qu'il aille au bout du processus. C'est ce qui a fait notamment le succès de la série Game of Thrones. Même si Game of Thrones, ce n'est pas à proprement parler un Battle Royale, comme Squid Game ou bien Fortnite ou ce type de jeu, il n'en demeure pas moins que le jeu du trône a un taux de létalité particulièrement élevé pour les personnages, donc le spectateur qui va regarder Game of Thrones, il va choisir un personnage déterminé pour des raisons variées et il souhaite que ce personnage-là aille au bout et qu'il ait par exemple la couronne à la fin de la série ou juste qu'il survive. Car c'est ça la grande force du Battle Royale, c'est que ça fait jaillir des sentiments les plus tribalistes, des sentiments les plus primaires en somme. On veut que notre personnage survive. Et plus il y a un degré de cruauté dans ce Battle Royale, plus ça a de l'intérêt, notamment s'il s'agit d'une survie physique ou s'il y a une humiliation au bout. C'est ce qu'on retrouve dans 100% physique lorsque le candidat doit détruire son buste directement. Il faut également souligner que le Battle Royale connaît un succès important parce qu'il est aligné sur nos doctrines économiques, notamment le capitalisme. Parce que dans le Battle Royale, c'est de l'individualisme, même si parfois il y a un jeu d'équipe, mais le but c'est d'aller au bout et surtout d'être meilleur par rapport aux autres. Or, dans nos sociétés capitalistes, on nous demande d'être meilleur par rapport aux autres dans tout un tas de domaines afin de maximiser le fait de plus tard avoir un salaire le plus confortable possible, afin d'acheter des biens de consommation. Donc, en réalité, le Battle Royale est très lié au capitalisme de base, à cette guerre de tous contre tous. Alors, on peut aimer ou pas le capitalisme, c'est pas la question, mais on peut faire des parallèles évidents entre le capitalisme et le Battle Royale. Donc, le Battle Royale, ça bénéficie d'un succès extrêmement important dans l'Occident, mais également dans certains pays asiatiques. C'est le cas notamment de la Corée du Sud, puisque c'est le pays à la fois de Squid Game et de 100% physique. Et quand on se plonge dans l'histoire de la Corée du Sud, il y a des éléments qui peuvent expliquer pourquoi ce pays a un intérêt particulier à la pratique du Battle Royale. Il y a une période, celle des 3 royaumes, qui s'est déroulée de -65 avant Jésus-Christ jusqu'à 668, où il y a eu un intérêt particulier pour des tournois. Ces tournois étaient organisés dans les provinces du pays, dans les endroits les plus reculés, notamment là où était pratiquée l'agriculture. Ces tournois, ils se déroulaient à des moments précis de l'année et c'était souvent pour fêter quelque chose de particulier, par exemple des récoltes ou ce type de considération. Dans ces tournois, il y avait des jeux folkloriques, comme par exemple des combats de chars, des jeux à la corde, des combats de torches et de lances enflammées. Oui, ça pouvait être très violent. C'est pour ça que ces tournois folkloriques étaient très mal vus par l'élite dirigeante du pays parce que c'était un peu les jeux violents du bas peuple et c'était pas considéré comme du véritable sport. Mais par contre, ces tournois étaient très appréciés dans le monde rural, dans le monde plus paysan. D'ailleurs, c'est plutôt paradoxal parce que le surnom de la Corée, c'est le pays du matin calme. Et je peux te dire que les matins ne devaient pas être calmes lorsqu'ils faisaient ces tournois folkloriques. Donc ces tournois folkloriques, ils expliquent peut-être pourquoi aujourd'hui il y a un intérêt assez important pour le Battle Royale en Corée du Sud. Mais c'est pas la seule explication.
En 1953, c'est la fin de la guerre de Corée. Il y a une division entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et à ce moment-là, la Corée du Sud va bénéficier de ce qu'on appelle un miracle économique. J'ai abordé ça brièvement dans la vidéo sur Parasite. En gros, la Corée du Sud est passée d'un pays en voie de développement qui venait de sortir de la guerre à un pays développé en seulement 30 ans. Entre 1950 et 1970. Grâce à ce miracle économique, la Corée du Sud a pu organiser 2 événements sportifs majeurs. En 1988, les Jeux Olympiques et en 2002, la Coupe du Monde de football. De ce fait, on peut dire que, en somme, la Corée du Sud est rentrée sur le devant de la scène à partir du moment où elle a organisé 2 événements sportifs majeurs, à la fois les JO et à la fois la Coupe du Monde de football. Ce qui n'est quand même pas négligeable, surtout pour un pays qui était seulement 30 ans en arrière en voie de développement. Ainsi, le Sud-Coréen, il part du principe que le sport, c'est une valeur sacrée, cette idée de confrontation, et on retrouve également ça en Corée du Nord. C'est-à-dire que la Corée du Nord accorde une très grande importance à la pratique du sport et à proposer des athlètes olympiques. Parce que le Sud-Coréen part du principe que c'est grâce en partie au sport que la Corée du Sud est rentrée dans l'ère de la globalisation, de la mondialisation, même si bien entendu le pays a d'autres atouts en parallèle. Il faut également noter que depuis ce miracle économique, la Corée du Sud a une sorte de culte de la performance. Les semaines des Coréens du Sud, c'est complètement délirant puisque c'est du 52 heures de travail par semaine. On est bien loin des 35 heures françaises. Mais attention, les Sud-Coréens travaillent énormément, comme les Japonais par exemple, mais ils font partie de ceux qui sont les moins productifs parce qu'ils sont juste épuisés. Et ça, c'est le revers de la médaille de sociétés où il y a un culte de la performance parce que ça entraîne des dépressions, des suicides. Et il y a aujourd'hui beaucoup de Sud-Coréens qui partent justement en Europe ou aux États-Unis parce qu'ils n'en peuvent plus de la pression, notamment dans le monde de l'éducation. Ainsi, ça paraît logique qu'un pays qui porte au pinacle le culte de la performance et la lutte de tous contre tous valide certaines idées qui sont développées par le Battle Royale. Quand on regarde 100% physique, on est aussi étonné par quelque chose qui diffère complètement par rapport à nos sociétés occidentales. C'est la notion de respect et de fair play entre les candidats. Je peux vous citer 2 exemples qui vont illustrer mes propos. Dans 100% physique, lorsqu'un candidat va perdre, il ne va pas trouver d'excuses. Il ne va pas dire que s'il a perdu, c'est parce que le gars en face a triché ou parce qu'il a eu tel ou tel comportement. Non, il part du principe que s'il a perdu, c'est parce qu'il a été moins performant et qu'il doit plus travailler afin de s'améliorer et de peut-être gagner la prochaine fois. Il y a également une autre idée très intéressante, c'est que le candidat qui a perdu va souhaiter la victoire finale à celui qui a réussi à gagner. Au lieu de nourrir une forme de haine et de ressentiment, il va souhaiter à son adversaire d'aller jusqu'au bout. Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il considère que sa défaite à lui a été une sorte de processus normal qui a permis la victoire de celui qui méritait le plus de gagner. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des comportements hypocrites et parfois le candidat peut penser l'inverse, mais dans tous les cas, il y a cette volonté de rendre hommage et de respecter l'adversaire qui nous a gagné, parce qu'il a été meilleur que nous d'un point de vue physique. Et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes si on a perdu. Je peux donner un autre exemple. Dans 100% physique, il y a un combattant de MMA de 47 ans qui s'appelle Chun Sung-hoon. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, c'est le Giga Chad asiatique parce qu'il a 47 ans et c'est un pratiquant de MMA très connu en Corée du Sud. Dans l'épisode 2, il y a un pompier qui a à peu près 30-35 ans qui est pratiquant de MMA et il va défier Chung Sung-hoon pour un combat directement dans le cadre de la première véritable épreuve du jeu. Et attention, il ne fait pas ça pour le provoquer, il fait ça parce qu'il a tellement de respect pour ce combattant qu'il souhaite se battre avec lui. Il veut se mesurer à cette légende.
Je suis sûr que s'il y avait une édition de 100% physique aux États-Unis ou en France, la plupart des candidats feraient une sorte de calcul bénéfice-risque et ils choisiraient des candidats faibles afin de maximiser leurs chances de réussite. Et bien là, c'est pas du tout le cas parce que la majorité des candidats veulent des combats dignes de ce nom. Et c'est pour ça qu'ils choisissent les meilleurs et pas les plus faibles. Parce qu'il vaut mieux une défaite contre quelqu'un de plus fort que nous qu'une victoire contre un pleutre. Même si là, il n'y a pas vraiment de pleutre parce qu'ils ont tous des physiques de dingue. Donc c'est ça qui rend 100% physique particulièrement intéressant, c'est cette notion de respect entre les candidats qui est propre aux sociétés asiatiques. Et là, on peut se poser cette question. Pourquoi les candidats de 100% physique sont animés par la plupart de ces valeurs? Eh bien, la réponse est très simple, c'est le confucianisme. Le confucianisme, c'est une philosophie qui a été développée par Confucius au VIe siècle avant Jésus-Christ et c'était un philosophe chinois. Sa pensée a irrigué d'autres pays asiatiques, donc tout d'abord la Chine, mais également la Corée et enfin le Japon. L'objectif de Confucius, de par sa sagesse, c'était de créer ce qu'il appelait des hommes de bien, des hommes avec un logiciel de valeurs affirmé. Et en soi, certaines idées du confucianisme ressemblent au stoïcisme. De ce fait, il y a un certain nombre de piliers qui appartiennent au confucianisme et que l'on peut relier directement à la mentalité de certains candidats de 100% physique. Tout d'abord, il y a cette notion de respect pour les aînés, pour les individus les plus âgés et le respect de la famille traditionnelle et de la figure du père. Pourquoi il y a ce respect des aînés? Parce que dans le confucianisme, on part du principe que la personne qui est plus âgée que nous a connu plus d'expérience dans sa vie. Elle a connu plus d'épreuves, plus de moments difficiles, donc elle est mieux armée par rapport à un jeune, ce qui est évident. Donc le jeune doit respecter l'aîné et surtout l'écouter parce qu'il a toujours des bons conseils, parce que ces conseils ont fait leurs preuves et ils vont nous armer pour lutter contre certaines problématiques que l'on pourrait rencontrer dans notre propre existence. Au-delà du respect de l'âge et des aînés, il y a ce respect de la hiérarchie. Et c'est d'ailleurs le nom du premier épisode. C'est pour ça que les candidats respectent ceux qui sont plus forts qu'eux. Ils ont de l'admiration pour celui qui arrive à faire des choses physiquement dont eux, ils sont incapables. Dans le confucianisme, il y a de toute façon cette idée de respect entre les hommes. Tu dois respecter les gens qui sont autour de toi. Forcément, vu que dans le confucianisme, il y a le respect entre les individus, il y a la notion de politesse. Les candidats se disent bonjour, ils se saluent. Lorsqu'ils ont effectué un combat ou une épreuve, ils se saluent à la fin. Bref, il y a de la politesse et du fair-play tout le long du processus du jeu. Le confucianisme, c'est aussi une philosophie qui porte au pinacle le travail. On doit s'améliorer par le biais du travail. Donc, quand on connaît des failles, lorsque l'on a été moins bon, au lieu de pleurnicher sur son sort, on va essayer de comprendre pourquoi on a échoué et on va s'améliorer. C'est-à-dire qu'on va admirer l'autre, le gagnant, aussi pour comprendre pourquoi il est dans cette place de gagnant et pour pouvoir nous-mêmes incorporer certaines de ses valeurs, certains de ses conseils pour nous améliorer nous-mêmes. Donc il n'y a pas du tout de volonté revancharde ou de volonté de dénigrer l'adversaire qui a gagné. Au contraire, il est hautement respecté. Donc en fait, c'est pas si étonnant que les candidats soient animés par ces valeurs-là, parce qu'ils appartiennent à des sociétés asiatiques, ici la société de Corée du Sud, et que cette dernière a été influencée par certaines idées propres au confucianisme, mais aussi au taoïsme, puisque dans le taoïsme, il y a cette notion d'humilité. Humilité qui est très présente dans 100% physique. Donc c'est un savant mélange entre du confucianisme et certaines idées du taoïsme. Et forcément, ce sont deux visions du monde que l'on n'a absolument pas en Occident, surtout que nous, on est dans des sociétés extrêmement individualistes, même si certaines idées du confucianisme ou du taoïsme, on les retrouve dans le stoïcisme. Mais bon, très peu de gens se revendiquent aujourd'hui comme étant des stoïciens. Il y a d'autres raisons qui expliquent le succès de 100% physique, et c'est le choix du casting. Les candidats sont pour la plupart très charismatiques. Je pense à Agent H
ou à Chung Song-hoon. D'ailleurs, j'ai vu certaines réactions qui disaient que par exemple, si tel ou tel candidat était éliminé, ils auraient beaucoup de mal à regarder par la suite 100% physique parce que ça perdrait pour eux tout l'intérêt de l'émission dans la mesure où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait l'intérêt du Battle Royale, c'est le fait qu'en tant que spectateur, on va choisir un individu déterminé qui va être notre champion, notre favori, et on veut qu'il aille au bout. C'est pour ça que certains vont très certainement arrêter de regarder l'émission, ils iront pas jusqu'au bout parce que leur candidat a échoué à un moment donné. Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi que 100% physique est un programme qui est complètement à contre-courant des idées de la grande déraison, et pourtant c'est un programme qui a été produit par Netflix, parce qu'on voit bien toute l'hypocrisie de Netflix qui a décidé de produire 100% physique dans la région du monde asiatique parce qu'ils savent que là-bas les idées en lien avec la grande déraison ne sont pas aussi populaires que chez nous. Mais par contre, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au final, 100% physique a autant de succès là-bas que chez nous. Donc ça montre bien que certaines idées de la grande déraison ne sont pas celles de tout le monde et que avant tout, la plupart des individus veulent voir des programmes qui sont considérés au regard d'un certain logiciel de valeur comme étant politiquement incorrect. Parce qu'il faut le dire, 100% physique est politiquement incorrect sur certains aspects parce que ça va à l'encontre de certaines idées, notamment en lien avec le body positivisme. Là-bas, si tu as le physique qui ne suit pas, tu le détruis symboliquement parce que tu n'as pas été au niveau. Même si je crois fondamentalement que Netflix va finir par faire un 100% physique édition France et édition États-Unis, même si j'avoue que ça peut être intéressant parce que j'aimerais beaucoup voir le Major dans ce type de programme. Là, je pense qu'on se régalerait tous. Alors bien sûr, la série n'est pas parfaite. Il est possible d'émettre certaines critiques à l'égard de 100% physique. Tout d'abord, c'est la problématique du dopage. Quand on voit certains physiques dans l'émission, on comprend bien que certains ne mangent pas que du blanc de poulet et des brocolis. Derrière, il y a de la sauce magique parce qu'il y a des indices qui nous sautent aux yeux quand on est un habitué de la musculation. Mais par contre, le gros problème de ce type d'usage, c'est que à côté de ça, quand on va faire des émissions comme 100% physique, il y a des athlètes qui vont prendre de la sauce magique et d'autres non. Donc il y a un déséquilibre entre les deux. Et c'est dommage, surtout pour une émission qui a pour objectif d'essayer de trouver le meilleur physique, celui qui arrivera à défaire tous les autres. Donc il faut quand même se rendre compte que la plupart des candidats dans cette émission prennent de la sauce magique pour avoir leur niveau, pour avoir leur physique. Donc c'est un petit peu dommage, c'est le bémol que l'on pourrait poser par rapport à ce programme qui reste malgré tout très intéressant. Parce que même si on sait au fond de nous que pas mal de candidats prennent de la sauce magique dans le lot, ça nous pousse nous aussi à nous dépasser, même si on veut rester naturel. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Mais il faut toujours avoir à l'idée que certains candidats prennent de la sauce magique. Voilà les barons. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.